Bonsoir et bienvenue. Surface de vérité, c'est aussi la surface des expressions, des intelligences de la diaspora, notre diaspora qui a de l'expertise à revendre. Et ce soir, on reçoit pour vous un expert en génie électrique, électronique, photonique et système. Il est titulaire d'un doctorat en génie électrique, électronique, photonique et système. Donc, il est référent technique, contrôle des centrales nucléaires. Il est à la direction de l'ingénierie de projets nouveaux nucléaires chez EDF, Électricité de France. Il occupe de hautes responsabilités au niveau des instances de normalisation européenne et internationale. Il est notamment président de la sous-commission contrôle électromagnétique de l'Organisation internationale de normalisation ISO TC 135S C4. Dans le fauteuil blanc ce soir, Dr Abdoulaye Taram. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Gabriel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est vrai que régulièrement, vous êtes au pays pour partager vos expériences, vos connaissances avec les Burkinabés, notamment la jeunesse. Et cette fois-ci, vous étiez là, notamment au Désieux. Tout à fait. J'étais au Désieux pour les doctorales en fait, qui ont eu lieu depuis, on va dire, qui ont commencé hier et qui terminaient ce soir pour parler en tout cas en fait, du nucléaire, comme c'est un sujet qui est d'actualité, mais aussi des enjeux de développement en fait, pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense que le cadre aussi était bien choisi, compte tenu du fait que le Désieux, c'est vraiment un institut qui est, je vais dire, en fait, sous-régional et qui regroupe en tout cas, moi je dirais, les élites africaines de demain. Donc c'était l'endroit en tout cas indiqué pour pouvoir discuter aussi des enjeux du développement de l'Afrique. Oui, il y a en tout cas une structure qui travaille aussi sur les enjeux de développement en Afrique. Et justement, ingénieur en mécatronique et robotisation, c'est aussi ça, hein? Tout à fait. Oui, vous avez aussi ce profil. Alors, en français facile, qu'est-ce que vous faites chez EDF? En français facile en tant que référent technique, ça veut dire aussi en fait qu'on a franchi des échelons. On arrive à un stade en fait où on est plutôt dans le transfert de savoir-faire. Donc former en fait des ingénieurs ou des docteurs dans le domaine, les aider à monter en compétences assez rapidement, les expliquer en tout cas les enjeux liés en fait à l'exploitation des centrales nucléaires. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en aborder, mais surtout lié à la sûreté. Donc la sûreté, c'est maîtriser les risques pour qu'aucun incident en fait, ne puisse advenir. Et aussi, quelque part aussi, j'ai une relation, je dirais, avec l'autorité de sûreté nucléaire pour pouvoir en tout cas discuter en fin d'année de l'exploitation, ce qu'on a en fait acquis comme expérience. Souvent, c'est un peu challengeant, mais c'est aussi un partage enrichissant. Tout cela en fait pour dire quand même que il y a des polémiques autour en tout cas de tout ce qui est nucléaire, mais c'est quelque chose aussi qui est régulé. Pour nous, l'autorité de sûreté, en fait, c'est comme si c'était la gendarmerie. Donc, on a la route. Si on fait en fait des excès de vitesse, c'est sûr en fait que si on se fait flasher, il va falloir s'expliquer. Oui. Voilà. Beaucoup de mystères, beaucoup de peur autour justement de cet enjeu majeur. Mais pour vous, il est clair qu'il faut y aller. Alors, chez EDF, d'abord en 2013, avant d'aller ailleurs, chez ArcelorMittal, oui, où vous avez été chef de projet, comment êtes-vous arrivé dans ces boîtes quand même de renom? Alors, je dirais que il y a une partie de patience, une partie de persévérance et une partie d'accompagnement. Donc c'est aussi le lieu pour moi en tout cas de remercier toutes les personnes aussi en fait qui m'ont accompagné. Quelqu'un dira en fait que la chance en fait partie, mais je mets en disant quelque part que la chance, il faut aussi souvent la créer. Donc l'accompagnement a beaucoup servi et la patience parce que compte tenu du parcours, comme vous l'avez dit, puisqu'à un moment donné, j'ai fait un DUT génie mécanique ici à Bobo-Dioulasso, à l'université polytechnique de Bobo, avant de pouvoir partir en France. Donc quand je suis arrivé en France, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que j'ai travaillé quand même. Quand je parle de persévérance ou de la patience, donc j'ai eu à faire certaines entreprises au Burkina ici, notamment la Sonabel, la Société africaine en fait, de pneumatiques et la Société ouest-africaine de fonderie. Donc tous ces concours à la patience et aussi à la persévérance. L'accompagnement qui a suivi naturellement parce que en fait, je salue aussi la patience en tout cas de mes encadrants et toutes ces personnes en tout cas qui ont été sur mon chemin que je ne pourrais pas en fait saluer. Parce que ils l'ont fait pour une raison et aujourd'hui je crois que c'est ça aussi qui m'amène quelque part aussi à vouloir partager avec les gens et surtout quand j'entends parler des sujets qui concernent aussi en fait mon pays,
de manière, on va dire en particulier, et de manière générale, en fait, l'Afrique. Et oui. Et Voilà. vous avez un profil complet, hein. Vous avez fait les trois. Tout à fait. Après, c'est c'est pour ça que j'ai dit j'ai franchi les échelons en étant patient quand même. J'ai commencé avec la thermique, donc à la Société nationale burkinabé d'électricité, donc où j'ai appris des choses. J'ai vu certaines choses aussi. Et dans les choses que j'ai vues, j'ai eu envie quand même en fait de pousser plus pour voir ce que je peux apporter. Donc quand je dis dans les choses que j'ai vues, puisqu'en fait dans les deux centrales, c'était à Bobo-Dioulasso, Bobo 1 et Bobo 2, de manière générale, on importait l'électricité de la Côte d'Ivoire. Donc la plupart du temps, on était plutôt en fait en salle de commande pour regarder si le flux ou le débit, en tout cas, la tension va baisser ou pas pour pouvoir démarrer. Donc on était plus en appoint qu'en production. Donc quand on posait la question, qu'est-ce qui fait ça? Bon, déjà, il y avait le coût en fait du fuel qui devait faire en fait marcher le groupe électrogène. Il y avait la vétusté aussi qui fait qu'en fait la puissance était faible. Et quelque part, en regardant tout cela, ça veut dire qu'en fait, on s'appuie beaucoup plus sur notre voisin. Et le contexte faisant qu'en 2010, je ne sais pas si c'est un bon contexte ou pas, le flux d'énergie avec nos amis ivoiriens, en fait, n'arrivait pas comme on voulait. Donc, on a vraiment senti en fait, le choc. Et je pense que vos téléspectateurs se rappelleront aussi en fait, du groupe électrogène qu'on a essayé de transiter. Oui. Donc, Le fameux groupe électrogène. exactement, en essayant de renforcer. Donc, tout ceci, c'est certaines choses. On dit souvent, les enfants, ils regardent, ça les marque et ils essaient de voir en fait ce qu'ils peuvent faire. Et donc, tout ceci, en fait, on concourt au fait que quand j'ai quitté ici et que je suis allé en fait en France, la première des choses aussi, c'est de chercher à travailler en tout cas dans le domaine de l'électricité. Quelqu'un dira en fait peut-être, j'ai voulu rester dans ma zone de confort ou sortir un peu mais sans trop m'éloigner parce que l'électricité c'est quelque chose en fait que je maîtrisais déjà. Donc en allant du côté en fait hydroélectrique, j'étais pas trop éloigné. Peut-être que j'expliquerai aussi en fait la similitude en tout cas entre les différentes centrales, c'est-à-dire en partant de la thermique à l'hydroélectrique ou au nucléaire aujourd'hui. Oui. Alors, justement, je le disais en introduction, vous êtes également président de la sous-commission contrôle électromagnétique de l'Organisation internationale de normalisation ISO TC 135 SC4. La preuve que votre expertise, quand même, on va le dire, compte sur le marché européen et même au-delà. Oui, et je le dis avec modestie que je porte la voix des personnes qui m'ont fait confiance aussi dans ce domaine-là. Parce qu'en fait, ce sont des experts qui se réunissent, qui essaient de normaliser en tout cas tout ce qui est. Puisque quand on regarde, c'est la sous-section 4, mais il y a le TC 135, donc c'est technique 135, tout ce qui est électromagnétique. Je suis responsable du côté en fait de sous-section 4, qui est tout ce qui est appareillage. Donc, cette confiance que ces experts en fait ont portée en moi, effectivement, on peut dire en fait que c'est une expertise qui est reconnue, mais je m'appuie quand même en fait sur certaines personnes pour prendre des décisions. Dans le sens où, quelque part, l'intérêt en fait, de la normalisation, c'est qu'on puisse utiliser des appareils, quel que soit en fait, le pays où on se trouve, et qu'on puisse trouver en fait, les mêmes résultats. Il ne faut pas qu'on ait en fait, des disparités. Donc, c'est quand même une responsabilité importante, mais épaulée aussi en fait, par des experts aussi que je salue en fait, par la même occasion. Oui. Alors, le nucléaire, on en parle, c'est le cœur donc, de cet échange. Avant de parler de l'Afrique, on va d'abord parler de ces pays occidentaux que vous connaissez aussi très bien. Quelle est la place justement du nucléaire dans le développement de ces pays occidentaux? Alors, je parlerai déjà en fait, de là où je travaille. Quand on regarde en fait, la production d'électricité en France, aujourd'hui, on est entre 75 et 78% de part du nucléaire. Et on travaille aussi dans le domaine de l'hydroélectrique. Je pense que le maximum qu'on avait atteint, en tout cas, c'était 12%. Donc, tout cela pour dire que sans le nucléaire aujourd'hui, en France, en fait, on aura quand même des difficultés. Et quand je dis des difficultés, bon, ça s'est ressenti quand même à un moment donné, puisque en 2019 ou 2020, on a eu en fait la Covid. Ça a un peu retardé en fait la maintenance des équipements, ce qui fait qu'en 2021, en fait, on a eu une répercussion des équipements qui n'avaient pas été réparés un peu en fait à temps, et donc on a eu des corrosions sous contrainte qui font que 50% en fait du parc est à l'arrêt. Et à un moment donné, on a dit aux gens, faites un peu d'économie d'énergie, parce qu'on va ramer un peu. Donc tout ceci pour dire que le nucléaire en tout cas a été très très important dans le développement de la France, de manière, bon, je vais dire en fait en particulier. Et si je viens en fait globalement, aujourd'hui on sait que
une centrale nucléaire, c'est un symbole de modernisation, c'est un symbole de modernisme. Donc, je parle de développement économique, mais quelque part aussi en fait développement scientifique. Aussi développement d'une expertise reconnue qui est exportée. Le nucléaire, en fait, si on regarde en tout cas le cheminement, il y a Marie Curie qui a fait sa part des choses et malheureusement, il est venu en fait sur un pied aujourd'hui qui fait qu'il y a des polémiques qui sont nées. Parce que les recherches ont continué. La première des choses qui a pu être faite en fait, du nucléaire, c'était la partie militaire, donc qui a amené une bombe. Et de cette partie nucléaire, bon, bah, est découlée aussi en fait, la partie civile, qui est plutôt en fait, bien. Et la France a développé, n'a pas fait en fait, de frein en tout cas sur le sujet. Les États-Unis en fait, ont commencé aussi, puisqu'ils ont quand même eu la bombe, mais après, dans le civil, ils ont commencé avec des centrales nucléaires. Une polémique est née à partir en fait, de Three Mile Island, qui est en fait l'accident qui est produit. Mais je pourrais expliquer aussi un peu plus en détail pour expliquer le contexte, parce que le sujet du nucléaire, quand on en parle, souvent il faut contextualiser, parce que les gens ont tendance en fait, à faire sortir des propos de leur contexte pour pouvoir faire le buzz. Donc le buzz aussi n'a pas servi en fait, le sujet. Donc quand on prend le contexte de 70, Three Mile Island, où quelque part en fait, la conception des équipements, on disait que les équipements étaient suffisamment robustes, donc on pouvait faire confiance à la technologie. Malheureusement, il y a eu deux interprétations humaines, donc deux erreurs humaines, qui ont amené en fait une défaillance qui a créé en fait des polémiques. Et à partir de là, il y a des politiques en fait qui se sont même opposés en fait au nucléaire, dont John Kerry en fait qui est l'ex-secrétaire général. Aujourd'hui, envoyé spécial en fait du climat du président Biden, qui défend quand même en fait aujourd'hui le nucléaire. Et il le dit clairement. Parce qu'aujourd'hui, le nucléaire n'est plus comme dans les années 70. On est en 2024. Si on regarde aussi l'évolution, exactement. L'expertise a évolué. Exactement. Voilà. C'est là où je voulais en venir au fait. Et donc, dans le développement, j'étais en fait côté États-Unis, donc ils ont suspendu un peu, mais la France a quand même continué. Et une expertise connue, la Russie aussi a continué. En tout cas, plusieurs pays en fait, n'ont pas abandonné. Que ce soit la Chine aussi, ils ont continué en fait, dans le nucléaire. Et comme je disais tantôt, je pense que tous les pays qui ont une centrale nucléaire aujourd'hui sont respectés. En même temps que je dis ça, il faut quand même que je fasse aussi un clin d'œil en Afrique, parce que les gens ne savent pas que le nucléaire aussi a existé en Afrique à un moment donné, surtout dans les années 59, pour ne pas dire dans les années 56. Le roi belge avait fait en fait installer quand même un réacteur expérimental au Congo, exploité par des Africains, qui s'appelait Trico 1. Si les gens veulent, ils peuvent vérifier. Et après, il y a eu Trico 2, qui a fonctionné aussi, qui a exploité par des Africains. Et c'est à partir des années 90, le contexte de la guerre froide, et puis après, bon, l'arrivée au pouvoir d'une certaine personnalité qui a amené en tout cas certains pays aussi à mettre en fait de l'embargo, qui fait que les pièces qui devaient venir pour pouvoir faire la maintenance de cette centrale ne pouvaient plus rentrer. Donc la centrale est morte en fait de sa belle mort, en fait, comme ça. Et parallèlement aussi, c'est quelque chose aussi qui est vérifiable. En 1975, des scientifiques ont fait en fait des études et ils ont trouvé qu'au Gabon, dans la ville ou dans le village de Goué en tout cas, il y a eu une fission naturelle qui s'est passée dans le sous-sol. Donc, et que cette fission naturelle en fait quand même date de plus de 2 milliards d'années. Donc, on pourrait même quelque part en fait caricaturer en disant que l'Afrique est le berceau du nucléaire. Compte tenu aussi en fait des recherches quand même qu'on a, j'oublie en fait pour ne pas citer quand même la Namibie et puis le Niger, voilà. Mais on a peur. Pourquoi on a peur? Parce que bon, comme j'ai dit en 70, Three Mile Island qui a créé en fait une polémique. Après, il y a eu Tchernobyl aussi qui a créé une polémique. Et finalement, Fukushima qui a créé une polémique. Cette polémique, en fait, on peut la démystifier si on veut rentrer en tout cas dans les discussions scientifiques, poussées avec des éléments pour faire expliquer aux gens. Donc, j'ai parlé de Three Mile Island, la raison. Je parlais en fait peut-être de Tchernobyl, la raison. Tchernobyl, en fait, c'était une centrale militaire. Enfin, j'ai dit, en fait, c'était une conception militaire. Et ce qui s'est passé, c'est que là-bas, c'était encore 6 erreurs humaines. 6 erreurs humaines qui ont amené, en fait, quand même l'AIEA à prendre, en fait, une décision qui était plutôt, il faut intégrer la culture sûreté dans l'exploitation des centrales. Et cette culture sûreté, ça sous-entend qu'il faut impliquer tout le monde. Ce n'est pas que les opérateurs.
Parce que l'erreur aussi, en fait, le management en a commis. Souvent, en fait, en voulant mettre la pression sur les gens pour faire des activités sur le terrain sans connaître les réalités du terrain, peut amener les gens aussi à dire, bon, bah, je ne veux pas dire non à mon chef, donc je vais forcer. Donc, 6 erreurs humaines, en fait, qui n'étaient pas acceptables. La culture sur terre naît de ça. Et sans oublier aussi, peut-être que je n'ai pas d'image pour illustrer, quand on prend une centrale nucléaire aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle en fait une enceinte de confinement. Il y a ce qu'on appelle le bâtiment en fait, du réacteur. Le bâtiment du réacteur, c'est quelque chose en fait qui est très 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 important. Et cette enceinte de confinement en fait aussi est très très importante. Mais pour vulgariser, puisque je pense que c'est le but aussi, je partirai du fait que, en faisant l'analogie entre thermique, hydroélectrique et nucléaire, je descends encore plus bas avec le vélo. Pourquoi je dis le vélo? Parce qu'en fait, bon, on a vu le vélo avec nos parents qui, le soir, en voulant rentrer à la maison quand il fait tard, est obligé en fait, d'actionner la dynamomètre sur sa roue. Et quand il pédale, en fait, ça éclaire pour qu'il puisse voir la roue. Donc, générer de l'électricité, c'est utiliser, je vais dire quelque part, c'est tourner la dynamo. Quand on part dans le domaine thermique, comment on fait tourner en fait, cette dynamo-là? On brûle du fioul. Et dans l'hydroélectrique, c'est la pression de l'eau qui va faire tourner cette dynamo-là. Dans la thermique, j'en ai parlé, mais le nucléaire, moi je considère le nucléaire aussi comme la thermique, parce que quelque part, on veut remplacer l'énergie fossile par en fait l'énergie nucléaire, donc la fission des atomes. En essayant d'expliquer comme ça, en fait, pour vulgariser un peu plus encore, c'est comme à un moment donné, on a vu nos mamans qui travaillaient et qui préparaient avec du bois. On a dit attention, elle a dit peut-être il y a la désertification qui arrive, on va utiliser en fait du gaz. À un moment donné, les gens disent ah bah le gaz, faites attention, c'est dangereux. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune maison. Je peux me tromper, mais peut-être il y a certaines maisons où on utilise encore en fait du bois. Tout le monde utilise du gaz et c'est devenu en fait, c'est vulgarisé. Donc la différence réellement entre une installation de centrale nucléaire et thermique, c'est juste la source qui va permettre de faire tourner la dynamo. On pourrait dire à tous les Africains, on est sportifs, on va pédaler le vélo, mais ça ne va pas permettre en fait, de fonctionner, comment on appelle ça, une industrie. Donc on a besoin en fait, d'une densité d'énergie importante pour pouvoir non seulement continuer à se développer sur tous les aspects, mais aussi, quelque part aussi, faire profiter et préparer aussi l'avenir pour nos enfants. Donc, pour se résumer, c'est vrai, il y a tellement de préjugés, peut-être à dessein, pour que certains États n'y aillent pas peut-être, mais ces puissances, ces pays occidentaux, vous le dites aujourd'hui, beaucoup, le nucléaire reste quand même, en termes d'énergie, occupe une part importante. Exactement. Et le contexte actuel aussi, en fait, justifie clairement. Quand je dis le contexte actuel, alors, je pense qu'il y a 10 ou 20 ans, on ne parlait pas de réchauffement climatique. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité et donc, la COP21, je descends vraiment bas, avait pris des décisions qui projetaient en tout cas à ce que tous les pays puissent réduire leur empreinte carbone. Donc il faut arrêter la consommation en fait, de tout ce qui est énergie fossile, qui dégage, comme on appelle, en fait, de gaz à effet de serre. On peut faire la bascule en fait, vers d'autres types d'énergie. Mais quand on fait la bascule vers d'autres types d'énergie, qu'est-ce qu'on peut citer? On peut citer en fait le solaire, on peut citer l'hydroélectrique, on peut citer la géothermie pour ceux qui en ont. Peut-être que dans un citant, je peux biomasse aussi qui vient. Donc je vais dire de manière globale en fait de l'énergie renouvelable qui rentre aussi dedans. Parce qu'on parle aujourd'hui de transition énergétique. Exactement. Transition énergétique, COP21, abandon de tout ce qui est en fait pollue. Quand je dis pollue, quand on regarde en fait nucléaire, en tout cas l'empreinte carbone quasi nulle. C'est pour ça, je dis, le contexte actuel fait que si on veut sauver, ça je dis aussi, on veut préparer l'avenir pour nos enfants, nous déjà on ressent les effets du changement climatique, on n'aimerait pas continuer à faire comme si on ne savait pas qu'il y a quelque chose qui arrive, qui pourrait être en fait catastrophique plus tard. Donc, si on s'oriente uniquement vers le solaire ou l'éolienne, que moi j'appelle en fait énergie intermittente, c'est un peu difficile. Donc il
ils font un mix. Et ce mix, qu'est-ce qui peut venir en fait contribuer durablement? On a l'uranium en fait qui a une densité d'énergie quand même importante qu'on peut utiliser avec la technologie en fait aujourd'hui qui est évoluée. On maîtrise en fait beaucoup plus les risques et c'est une énergie aussi en fait qui est quand même régulée avec des instances internationales, sous-régionales, nationales. Et je ne vois pas en fait où est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il faut encore avoir la peur. Parce que l'analogie que j'aime faire aussi, c'est que souvent, la chaise électrique, elle est là. C'est une réalité. Mais est-ce pourtant qu'on va dire en fait que l'électricité est dangereuse? Parce que les gens, tout de suite, on va parler de bombes. Mais on est plutôt en fait dans le domaine militaire avec la bombe. On a, en tout cas du côté de l'Afrique, le traité en fait de Palindaba, qui interdit en tout cas en fait l'utilisation de l'énergie en fait nucléaire pour faire en fait armes nucléaires. Donc on utilise l'énergie nucléaire ici à but pacifique pour développer. Servir le développement. Exactement. Donc pour eux aussi en fait, dans le domaine médical, mais les gens n'en parlent pas, mais quand même on fait des radios quand on est malade. Et pourquoi ne pas profiter de cette énergie en fait et puis alimenter? Mais si on vient encore en Afrique, si je peux me permettre encore en tout cas de développer un peu plus, parce que bon, c'est un sujet qui est passionnant avec beaucoup de polémiques, mais il faut voir la réalité, que j'ai parlé en fait du changement climatique, mais la réalité aussi africaine qui est que en Afrique, on a environ, voire plus de 600 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité. Et quand on vient en Afrique subsaharienne, et je vais même en fait me limiter à mettre nos 3 pays en fait de l'AES, 4 personnes sur 5 n'ont pas accès à l'électricité. Le taux d'électrification moyenne est de 20%. Notre béquille aujourd'hui, on s'appuie sur l'énergie fossile. C'est-à-dire plus de 75% de la production de ces 3 pays est basée sur l'énergie fossile. On dit qu'il faut abandonner l'énergie fossile. Donc il faut abandonner 75% de ce qui nous permet d'atteindre 20%. Vers quoi on se tourne? Le solaire avec la centrale, en fait, par exemple, quand on prend le cas du Burkina, des Actuali, c'est 4%. Donc du jour au lendemain, ça sous-entend qu'on va dire aux gens, bon, on va abandonner quand même la majeure partie de notre production, mais on veut quand même maintenir notre rythme de vie. Alors, oui. une question. Oui. Le solaire, oui. Le nucléaire, oui. En termes d'investissement, oui. Donc, et davantage, oui. Que diriez-vous pour l'Afrique? Parce qu'effectivement, la tendance aujourd'hui, quand on dit il faut se séparer des énergies fossiles, pour l'Afrique, on a tendance à dire on a le soleil, il faut développer l'énergie solaire, etc., etc. Mais entre le solaire et le nucléaire, en termes d'investissement, vous diriez quoi? Alors, je répondrai de manière claire, mais je vous dirai aussi, en fait, en tout cas, je vous remercie pour cette question et l'opportunité en fait, de clarifier de manière aussi, je vais dire, en toute modestie, ce que je vais dire. Quand on prend le solaire, j'ai parlé de la centrale en fait de Zagtouli, et quand on prend le nucléaire, il faut en fait l'inscrire aussi dans un contexte global. Et le contexte global, pour éviter aussi en fait qu'on extrait les propos en tout cas, c'est qu'en 2013, nos chefs d'État se sont réunis, ils ont fixé un cap pour l'Afrique. En 2063, l'Afrique doit être une puissance mondiale d'avenir. On part de loin, avec 20%. Donc, le solaire est en train de se développer. Il y a un défi technologique aussi qui attend le solaire. Le nucléaire a commencé depuis les années 56, je dis 56. Plus ou moins éprouvé aujourd'hui parce qu'on a quand même plus de 400 réacteurs, en fait, 440 pour être exact, qui sont là, installés partout dans le monde. Le solaire aussi, un autre aspect, c'est que c'est une énergie intermittente. On veut être une puissance mondiale tournée vers l'avenir et on veut utiliser de l'énergie intermittente en attendant, bien évidemment, comme je vais dire, qu'on développe pour que ça soit beaucoup plus stockable, qu'on puisse utiliser. Parce que même si on prend les concessions, parce que j'ai discuté aussi avec des gens qui ont des plaques solaires à la maison, en cas de délestage, il
faut peut-être par exemple se passer en fait du climatiseur ou peut-être en fait du réfrigérateur et simplement s'éclairer. Parce que voilà, la capacité de stockage, en tout cas, c'est challengeant et il y a quand même un grand travail qui est dessus. Exactement, voilà. Il y a quand même un travail en fait important qui est en train de se faire dans ce domaine-là. Je ne vais pas dire en fait qu'il faut abandonner le soleil parce qu'en fait, quand même, l'Afrique, c'est le continent du soleil. On a environ 320 jours d'ensoleillement. Mais ce que je veux dire en essayant de contextualiser, en amenant tous les éléments, c'est pour dire que si on veut se transformer en puissance d'avenir, puissance mondiale d'avenir. Ça veut dire industrialiser. Industrialiser. Mieux que ça, puisque en fait, quand on va dire industrialiser, bon, on va penser plutôt en fait au côté capitalisme. Je dirais d'abord, il faut que chaque population ou chaque pays assure quand même l'autosuffisance de sa population. Ça fait partie en tout cas en fait de l'axe directeur de développement en fait ou l'ambition que les chefs d'État ont fixée. Qu'on soit bien qualifié, c'est-à-dire bien formé, qualifié, et exporter nos technologies, que notre économie soit résiliente au climat, et c'est ces conditions qui nous permettra quand même. Donc, si on dit utiliser de l'énergie intermittente pour que votre économie soit résiliente au climat, on n'est pas sérieux. On n'est pas du tout sérieux. On abandonne 75%, le développement qu'on va faire, et je reviens puisque je vais répondre vraiment au coût. Pour Ozak Touli, je pense qu'on a installé environ 160 panneaux solaires sur environ 60 hectares pour produire en fait 32 mégawatts. 32 mégawatts, j'insiste là-dessus. Le travail est colossal, on peut saluer les efforts qui ont été déployés dans ce cadre-là. Et derrière, ça contribue quand même en fait aussi à abandonner plus ou moins petit à petit en tout cas tout ce qui est fossile, mais ça représente que 4%. Quand vous prenez une centrale nucléaire, la plus petite centrale, je ne parle pas en fait de SMR, mais quand même des réacteurs en fait à eau pressurisée, une puissance de 900 MW nominale qui peut en fait avoir une extension à peu près à 1000 MW, on a besoin de environ 2,5 à 3 km². Si on fait la conversion en termes d'empreinte, parce que quand on parle climat aussi, c'est l'empreinte en fait de l'étalement, on voit bien que le soleil, il est bien, mais on va trop s'étaler. Le nucléaire, il est là, on ne va pas trop s'étaler. Le ratio qu'on peut faire assez rapidement entre 2,5 km², les téléspectateurs pourront le faire, et 60 hectares qu'on a mis pour 32 en fait, mégawatts, et l'autre 2,5 pour 900 mégawatts, le choix est plus ou moins fait. On est encore en fait dans un continent où on a encore de l'espace, mais la densité aussi quand même de la population continue d'augmenter, la natalité est là. Et il faut faire attention, en tout cas si on veut se développer, à ne pas trop s'étaler et à trouver une solution aussi qui va nous permettre très clairement de permettre à toutes les personnes d'avoir de l'électricité parce que l'égalité aussi passe par là. Il ne faut pas que ça soit une question de privilégiés. D'accord. Donc on est après l'Occident, on parle justement de l'Afrique là, le nucléaire et les enjeux de développement pour notre continent, l'Afrique. Pour vous, déjà, la souveraineté énergétique, elle est fondamentale pour parler de développement. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, en avril, on a eu quand même des cas de délestage. Si vous demandez en fait à la plupart en tout cas des commerçants ou même nous qui sommes de passage, on a senti quand même les effets. Donc, on a senti les effets parce qu'en fait, il y a des choses qui sont à l'arrêt. Quand les choses sont à l'arrêt, quand je dis les choses, les commerces, ne serait-ce que les commerces sont à l'arrêt, c'est l'économie aussi qui est à l'arrêt. Il y a les commerçants qui ont eu des pertes parce que bon, ils n'ont pas forcément l'argent pour aller acheter en fait des groupes électrogènes pour prendre le relais. Les panneaux solaires en fait ne suffisant pas pour les permettre en fait de continuer leur activité. Donc, ça se sent tout de suite. Une question de souveraineté, en tout cas, c'est le cas. Et je prends un exemple, je m'excuse par avance, en fait, c'est pas pour être cynique, mais si on part à l'hôpital et qu'il n'y a pas d'électricité, je prie pour que, si c'est quelqu'un que j'accompagne, ou peu importe la personne en tout cas, qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité. Donc déjà, c'est quelque chose qui est important pour la santé, qui est important en fait pour l'économie, et qui est important pour notre développement humain de manière globale. Donc c'est vraiment une question de souveraineté dans ce sens-là. Et je ne vois pas comment, avec la mécanisation, avec le fait qu'on dit qu'on tourne vers, allez, on va utiliser des énergies électriques, même de manière terre à terre.
Aujourd'hui, où je remarque en fait de plus en plus que quand les gens ils viennent en visite, la première des choses en fait qui souvent ils demandent, c'est même pas l'eau, hein. Est-ce que je peux brancher mon téléphone? Ouais. Si ce n'est pas le cas, souvent quand on est assis à table, ils sont sur leur téléphone. C'est devenu en fait quelque chose de vital aussi. Donc Ouais. sans électricité, je pense que sans le téléphone, il y a certaines personnes aussi qui sont perdues. Tout à fait. Donc je me permets en tout cas de faire ces écarts-là pour expliquer en fait avec des petits trucs pour montrer qu'effectivement c'est une question de souveraineté. En tout cas, une question de souveraineté, hein. Et certains experts aussi nous disent la vérité aujourd'hui pour nos États, un État comme le Burkina, les interconnexions, c'est vraiment une alternative à encourager. Vous dites quoi? En 2010, j'ai dit quelque part, c'est dormir sur la note du voisin. En Afrique, on a besoin en fait d'être soudés, d'être solidaires. Parce que l'interconnexion aujourd'hui aussi est utilisée comme un moyen de pression. On a vu le cas du Niger. Quand il y a eu ce qui s'est passé, en tout cas renversement en fait, de pouvoir, il y a certains Plongé dans le noir. Exactement, il y a certains pays qui ont pris le plaisir de couper l'électricité. C'est quand même regrettable parce que nous sommes africains entre nous. Donc, si on n'arrive pas à baliser les choses et qu'on dit on va s'interconnecter et qu'on peut couper l'interconnexion à l'humeur des uns et des autres, je pense que chaque pays a intérêt à se développer et ce que le pays développe en tout cas pour sa population aussi puisse l'exporter. Et l'exemple le plus simple, c'est qu'on est tous dans un quartier, on a des voisinages. Même on a des voisinages, on aimerait quand même que dans le voisinage, on soit tous respectés, sur le même pied d'égalité. Comme ça permet qu'il n'y ait pas de débordement. Mais dans le voisinage, si on a quelqu'un en fait qui sait qu'il a plus de puissance que l'autre, celui qui est là, qui n'est pas puissant, va toujours subir en fait les chantages en fait du voisin. Donc ça c'est quelque chose en fait, je dis de terre à terre en fait, pour. Oui, pour l'interconnexion qui n'est pas forcément la solution. Maintenant, l'Afrique, c'est aussi, quand on parle d'énergie, on vous parle du Congo avec son potentiel hydraulique. Et vous avez fait justement ce registre-là également. Entre développer ce potentiel congolais qui peut en tout cas permettre à l'Afrique, couvrir les besoins de l'Afrique en énergie, en termes d'investissement, et développer le nucléaire. Vous dites quoi? En même temps qu'on parle de l'Afrique et du Congo, je vais parler aussi du Niger, qui est un sous-sol qui est très riche. Et en fait, en termes de densité, on n'a pas forcément la même densité, on n'a pas le même rendement. On va faire en fait le Congo avec le fleuve Congo pour essayer de ravitailler en fait toute l'Afrique. Je pense que quelque part, l'Afrique centrale en fait peut dire bon, allez, c'est un confort, on peut tous s'appuyer sur ça. Mais quand on monte un peu plus en fait en allant vers en fait nos zones, je pense pas qu'on soit outillé aujourd'hui à faire, je dirais un peu si c'est de l'interconnexion en tout cas, pour pouvoir en fait avoir assez de débit qui nous parvienne. Après, on peut aussi parler, en fait, en tout cas de la Côte d'Ivoire aussi, qui a la mer. Pourquoi, en fait, ne pas faire quelque chose? Mais on aura toujours, en fait, un problème pour pouvoir, en fait, juguler comme on veut. Donc, les projets pour toute l'Afrique, vous n'y croyez pas toujours, hein, sur le plan énergétique? Si, puisque nos chefs d'État même se réunissent bientôt, je pense le 28 janvier à Dar es Salaam, pour parler, en tout cas, énergie, électricité, parce que ils savent que c'est quelque chose en tout cas de fondamental, mais je ne sais pas si je dois dire en fait le problème ou le souci, c'est qu'aujourd'hui, la force qu'on sent au niveau de l'Union européenne, ce n'est pas la même force qu'on a au niveau de l'Union africaine. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a quelque chose à faire en fait sur ce volet-là. Et je voulais dire en filigrane en disant que c'était quand même regrettable en fait de vouloir punir le peuple nigérien sur la base de peut-être certaines personnes qui sont arrivées au pouvoir et ces personnes en fait le politique est utilisé malheureusement dans ce contexte et c'est bien dommage justement. Alors, comment aujourd'hui le nucléaire peut apporter le développement à l'Afrique? Comment? De manière simple. On aura l'électricité, les émissions, on est éclairé. La production, quand je dis production, en fait, de manière globale, puisque aujourd'hui,
l'industrie, symbole de développement, l'éducation, symbole de développement, la recherche, symbole de développement. Un pays aussi développé, c'est un pays en fait, qui a sa population qui mange bien. Donc, le nucléaire peut apporter en fait, tout cela. Et je ne vais pas énumérer en tout cas en fait, les 17 objectifs de développement qui sont énumérés en fait, par l'ONU ou en fait, la Banque mondiale. Mais tous ces 17 éléments, y compris en fait, l'égalité des chances, le nucléaire en fait, peut favoriser cela. Quand je dis il peut, je mets le fait aussi que je n'oublie pas en fait, le mix énergétique. Et je dis cela en disant aussi que si on doit abandonner thermique, parce qu'on doit l'abandonner pour le réchauffement climatique, malheureusement, notre potentiel ne nous permettra pas d'atteindre du 100% électrification avec les autres sources qui restent. Il me semble qu'avec le nucléaire, c'est possible de couvrir tous nos besoins et même d'en vendre. Hein, Exactement. Mais vous me permettez en tout cas d'aborder les choses de manière claire, puisque quand on prend le cas du Burkina, je pense qu'en 2010, on était juste interconnecté en fait à la Côte d'Ivoire et on était en cours d'interconnexion avec, le Ghana. Le taux d'électrification était autour de 19-20%. Aujourd'hui, 2024, même taux d'électrification, alors que le Ghana a été ajouté, les ateliers ont été ajoutés. Pour dire en fait, quelque part, croissance démographique, donc demande, même ce qu'on amène en fait pour juguler, on n'arrive pas à compenser. Et aussi, si on reste en fait sur ces éléments-là, même si on veut anticiper, on aura du mal en fait à anticiper. Tout à l'heure, j'ai parlé des ateliers 32 MW, mais si on prend, je dis bien, des réacteurs traditionnels, pour ne pas parler en fait des SMR, la plus petite à 900 MW. Le besoin énergétique du Burkina est autour, en fait, aujourd'hui, pour ce qu'on couvre, hein, les 900, et pardon, les 22% qu'on arrive à couvrir, là, est autour de 600-700 MW. Donc, si on installe un réacteur eau pressurisé ou peu importe, le réacteur traditionnel, actuel, par défaut, on a 900 MW qui vient juguler. Et si on a encore le courage pour aller vers les réacteurs évolutionnaires, qui sont les EPR, la puissance nominale est de 1600. Donc, si on prend 1600, c'est un exemple que je ne donne pas en fait d'orientation en tout cas, et je m'en voudrais que ce propos en tout cas sorte de son contexte pour dire que c'est ce que j'ai dit, et 1600, alors qu'on est autour de 600, donc ça veut dire qu'on va suppléer 1000. Et donc, quelque part, même si la centrale sort et qu'entre-temps, le besoin a augmenté, les 1600 pourront couvrir et permettre à d'autres d'avoir plus. Donc, c'est ça qui fait qu'effectivement, avec les centrales, en fait, on peut couvrir le besoin et même exporter. Très intéressant à tout ça. Maintenant, la question, comme on le dit, et vous allez me l'expliquer, c'est l'investissement dans le nucléaire. Est-ce qu'elle est à la portée des pays africains? Exactement. Tout est à la portée des pays africains. Tout est à la portée des pays africains. Et je pèse mes mots, mais tout est à la portée des pays africains parce que quelque part aussi, en tant qu'Africain, souvent c'est triste de voir que notre sous-sol est riche et qu'on dise que notre pays est pauvre ou que notre continent est pauvre, alors que notre continent donne par ailleurs. L'investissement est à notre portée. Pour une question de souveraineté, l'investissement sera toujours à notre portée. C'est comme à l'échelle individuelle, c'est une question de dignité. La dignité n'a pas de prix. Donc, je résume comme ça, hein, la souveraineté aussi, quelque part, ne devrait pas avoir de prix en fait, pour nos États. D'accord. En tout cas, si on veut se faire respecter. On va revenir sur les particularités, puisque sur les projets, comme vous l'avez dit, les technologies diffèrent. On va à peu près voir qu'est-ce qui pourrait nous arranger en termes de rapport qualité-prix. Alors, vous travaillez sur les questions de sûreté et de compétitivité. Oui. Alors, l'instabilité chronique dans nos États, avec surtout, aujourd'hui, vous le savez, la question sécuritaire. Est-ce qu'on peut développer le nucléaire dans ces conditions-là? Est-ce qu'il n'y a pas trop de risques? Alors, je vais peser mes mots. Il y a sûreté, il y a sécurité.
La sécurité inclut la sûreté et prend en compte les actes de malveillance. Normalement, ce n'est pas n'importe qui va travailler sur une centrale nucléaire ni s'en approcher. En ramenant dans le contexte burkinabé, je pense qu'en fait, quelque part, on parle peut-être en fait aussi du terrorisme. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est quelque chose, en fait, c'est une question très importante qui mérite en fait aussi que la réponse qui va être donnée soit située dans le contexte. L'instabilité ne doit pas être un frein parce qu'on pourrait se dire en fait parce que le pays est instable, on doit arrêter en fait de bouger. On doit se développer et en même temps saluer aussi et accompagner les efforts, mettre en place en tout cas tout ce qui est nécessaire pour éviter des actes malveillants. Et tout ceci fait partie de la gestion d'une centrale nucléaire. Quand on veut construire une centrale nucléaire, il y a l'AUA qui vient, le lieu qui est choisi, une étude environnementale, une étude de sécurité qui inclut sûreté, doit être prise en compte. Et normalement aussi, la construction d'une centrale fait que, je prendrai l'exemple très simple pour dire qu'une centrale nucléaire est mieux gardée qu'un camp militaire. Voilà. Donc, si ça peut rassurer en tout cas, je dirais en fait cela. Quand on connaît la sécurité autour d'un camp militaire, mieux gardé qu'un camp sécuritaire, militaire, ça veut dire ce que ça veut dire en termes de, tout à fait, parce que de sécurité. Oui, il y a le contexte aussi qui fait qu'avec la guerre en Russie, Ukraine, il y a un moment donné, en fait, on a senti en fait voilà, quelque chose et tout le monde est alerté. Donc c'est quelque chose avec lequel en fait, les gens ne vont pas s'amuser et c'est pour cela que c'est mieux gardé en fait qu'un camp militaire. D'accord. Alors, pour le cas du Burkina Faso, parlons de notre pays, vous avez dit chez un de nos confrères, Eco Magazine, que la seule chose qui peut amener le Burkina Faso à ne pas se donner le droit d'avoir une centrale nucléaire, c'est la peur. Tout à fait. Expliquez-nous. Alors, malheureusement, aujourd'hui, le vrai ennemi de l'homme, c'est la peur. Quand on a peur, tout ce qu'on nous dit, on accepte. On se fait infantiliser assez facilement quand on a peur. Par contre, quand vous êtes en face de quelqu'un qui sait que tout ce qu'elle va dire, vous voulez quand même vous comporter en saint Thomas, si je peux me permettre le terme, et dire en fait, bon, apportez-moi la preuve, je ne vous crois pas, ou je dis quand même, je prends le risque. Parce que quand on a peur, on ne prend pas de risque. On reste dans notre zone de confort et on se morfond sur nous, et c'est l'énergie négative. Et vous avez bien fait en fait de citer vos confrères, et je suis allé même plus loin en disant en fait qu'il y a Thomas Sankara en fait qui avait travaillé quand même à faire de telle sorte qu'on ait confiance en nous. C'est la seule chose aujourd'hui qui peut nous amener à nous dire qu'on peut avoir la même chose que les autres. Et plus loin encore, je suis parti en disant que sur le plan individuel, il y a certaines personnes qui, nourries de leur peur, sont venues à un moment donné peut-être de votre parcours ou de nos parcours individuels pour essayer de nous déstabiliser en nous disant « vous n'êtes pas capable, vous n'allez pas pouvoir ». Mais c'était leur peur. Si vous endossez leur peur parce qu'en fait la personne a expliqué sa vie sur la base en fait de son expérience et que vous l'adoptez, vous avez peur. Donc deux personnes auront peur. Les peurs vont se multiplier au fur et à mesure en fait qu'on va souffler dans l'oreille. Mais vous avez surpassé ces peurs-là parce qu'on vous a dit quelque part dans votre parcours, bon, vous n'allez pas pouvoir. Vous l'avez surpassé, vous êtes allé plus loin. Et ces personnes qui disaient que vous n'étiez pas capable, aujourd'hui, quelque part, quand ils vous voient aussi, ils disent « Ah ouais, d'accord, en fait, la vie, c'est pas pareil. Il faut tout le temps, en tout cas, faire sa propre expérience. Oui. Et c'est cette expérience qui est nation, justement. Exactement. Pour vous, la question du nucléaire, c'est tout simplement de l'audace, du volontarisme, c'est ce que vous voulez dire. Tout à l'heure, en fait, hier, aux deux yeux, j'ai dit, en fait, je suis... Parce qu'aujourd'hui, l'information existe, fiable, sur ces questions qui font qu'on doit pouvoir, quand on a les bonnes informations, pouvoir vaincre nos peurs et y aller. Fait. Et pour vaincre nos peurs, en fait, bon, je lance un appel en tout cas à tous qui peuvent participer dans le débat pour en fait démystifier cette peur, cette peur en fait qui est installée dans nos consciences collectives, qu'on puisse se dire en fait, il faut qu'on arrête. Parce que souvent la peur, on l'alimente avec le fait qu'il n'y a pas de compétences. Je connais dans la diaspora des Burkinabés qui sont dans le domaine. On dit qu'on n'a pas les compétences. Encore une fois, j'insiste sur le fait que
On a fait les mêmes maths, on a fait les mêmes sciences physiques, on a fait en fait les mêmes langues. On s'est même mieux adapté puisqu'on a appris leur langue pour pouvoir en fait avancer. Pourquoi aujourd'hui on dit qu'on n'est pas capable, on n'a pas un petit cerveau? C'est un complexe. Exactement. Parce qu'on a ce complexe d'infériorité en fait qui fait que souvent justement quand on nous dit quelque chose on l'emmagasine et on n'ose pas. Oui. Alors, on va aller dans les spécificités. Si le Burkina, parce que le projet il est déjà là, les réacteurs à eau légère et à uranium enrichi, je crois que c'est les plus utilisés dans le monde, c'est bien ça? C'est les réacteurs à eau pressurisée, oui. D'accord. Alors, pour vous, je pense que c'est ce que vous dites, ça serait la bonne option pour le Burkina? Non. Je m'en voudrais en fait de dire que c'est la bonne option pour le Burkina. Et je m'en voudrais aussi en fait en tout cas d'avoir, comment on appelle ça, cette prétention de pouvoir dire en fait ce qui est bien pour le pays. Il y a des autorités... C'est juste un avis d'expert. Non, mais voilà. J'ai dit quand même, puisqu'en fait il y a des études en fait qui doivent être faites dans un contexte en fait qui existe et les décisions doivent être prises pas de manière précipitée, mais de manière très mûrie et de manière anticipée. Je développe. Quand j'ai dit que le plus petit, en fait, la plus petite puissance aujourd'hui qui est vendue, ça c'est sur le parc français, mais après on peut aller sur le parc russe où on a en fait le VVR qui peut avoir en fait 1000 MW aussi. Et certes, ils représentent en fait 75% du parc en fait, mais ils font partie en termes de développement technologique de ce qu'on appelle réacteurs de deuxième génération. Il y a 4 générations aujourd'hui. Quand je dis 4 générations, il y a eu la première génération qui a été la faisabilité, tout le monde était content, ça marche. Bon allez, on n'avait pas assez la culture sûreté, donc on essaie en fait quand même de travailler à rendre ça sûr. Et à rendre ça un peu sûr, en fait, c'est mettre des barrières autour pour que ça puisse en fait mieux fonctionner. C'est comme les téléphones ou les voitures en fait qui ont évolué au fil du temps. Hein. Donc, ce que vous avez cité tout à l'heure par rapport en fait aux réacteurs en fait eau pressurisée ou eau bouillante ou même en fait les VVR, c'est la deuxième génération. Et cette deuxième génération qui a commencé dans les années 70 a eu quelques défaillances. En fait, quand je dis quelques défaillances, la non-maîtrise en fait, puisqu'il y a eu 2 erreurs humaines qui a créé les choses, ont fait que les choses ont évolué. Si on regarde en fait le cas qui s'est passé en fait à Fukushima qu'on n'a pas abordé, mais ça faisait partie du lot. Quand je dis réacteur à eau pressurisée ou réacteur à eau bouillante, ce qui change en fait, c'est le maintien de la pression pour que l'eau ne boue pas dans un cas et dans l'autre cas l'eau va bouillir. Ils font les deux partir en fait, en tout cas de la deuxième génération. La deuxième génération, la défaillance, en fait, c'est que quelque part, à Fukushima, quand il y a eu le tsunami, il y avait un groupe, en fait, on va dire pas un groupe de secours, mais les pompes de secours devaient démarrer pour aller en fait refroidir le réacteur que j'appelle la marmite en vrai. Et cette pompe n'a pas pu en fait se mettre en route parce qu'il a été inondé. Donc, avec les experts en fait de l'AIEA, les conséquences de tout cela ont été tirées, qui fait qu'on est parti vers des réacteurs de 3e génération, où cette fois-ci, certes, il y a la pompe qui est là, mais derrière aussi, en fait, on veut parler en fait ce qu'on appelle des DUS, des diesels en fait, urgence de secours, qui permettront, et en plus de cela, on renforce quand même le niveau sismique, puisque le niveau sismique en fait, de construction de base, c'était à Fukushima, je pense que c'était entre 8 et 9, mais là, on renforce aussi. Donc, on passe sur les 3e générations, qui sont quelque part les EPR, mais ce n'est pas que ça. On met aussi en bas, je dirais, de manière caricaturale, un bac qui fait que si la marmite fond, qu'on puisse récupérer et que ça ne puisse pas exploser. Donc aujourd'hui, dire qu'on va aller vers 2e génération ou 3e génération, ou même 4e génération qui sont en fait les MR et le reste en fait qui vient, c'est un choix, comme j'ai dit, en fait, qui doit être quand même mûri. Mais la tendance serait plutôt de dire 75% ou 80% du parc mondial, c'est réacteurs à eau pressurisée, donc c'est quelque chose qui est déjà éprouvé, les gens connaissent, donc on peut aller plutôt vers ça, que d'aller vers peut-être quelque chose qui va sortir et qui n'est pas encore éprouvé. Mais en même temps, on peut trouver le juste milieu en fonction des ambitions. Et si je parle dans le contexte burkinabé, peut-être que nos 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina, qui se sont lancés, peuvent décider aussi de dire, bon, on va prendre par exemple en fait aller ensemble. On va aller ensemble, prendre un EPR ou EPR2, et comme ça, on sait qu'on est sur la 3e génération,
On produit en fait de 1600. On mutualise les on ressources. mutualise exactement et ça part même dans le contexte du fait que ils montrent qu'ils sont beaucoup plus solidaires. Voilà. Je réponds de manière globale en donnant les détails et voilà parce que. Justement, parlant de ces différentes générations, je suppose que derrière c'est aussi une question de coût. Est-ce qu'on peut avoir une estimation du coût de la moins chère peut-être des centrales? Par exemple, pour nos États qui avons déjà d'autres défis comme la sécurité, qui nous prend beaucoup d'argent, si justement on veut relever ce défi énergétique en allant dans le nucléaire, par rapport au coût, qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant? Est-ce qu'on peut avoir des estimations? Je vais vous répondre, mais je vais vous dire, en fait, si vous devez acheter une voiture aujourd'hui, je pense que en fait, si vous regardez le critère coût, vous pouvez prendre une carrosserie. Tout à fait. Voilà. Et derrière, il va vous appartenir de faire le reste. Peut-être qu'en faisant Beaucoup le reste, d'entretien. exactement, vous n'allez pas avoir en fait ce que vous voulez. Et si je parle coût, il faut simplement se dire que plus on monte en génération, plus on est sûr, et peut-être mieux on pourra aller loin. Le cas de la voiture aussi. On passe des contrôles techniques avec les voitures. J'achète la voiture la moins chère, peut-être deuxième contrôle technique, je serai obligé en fait d'abandonner ma voiture en cours de route. Par contre, j'ai réfléchi long terme, je me permets en fait d'acheter quelque chose qui va me permettre même de faire en fait 4, 5, 6 contrôles techniques et toujours en fait maintenir la puissance. Donc, c'est pour ça je prends l'exemple. Exactement, c'est un choix. Et admettons donc, du coup, que nous avons les moyens et que nous voulons aller vers la dernière génération. Oui. Grosso modo, je veux juste des fourchettes pour voir à peu près qu'est-ce que ça peut nous coûter tout ça. Comme je dis, la dignité n'a pas de prix, la souveraineté non plus. Certains chiffres en fait que je vais dire, qui en fait est la réalité d'aujourd'hui, le jour qu'en fait on sera prêt pour acheter, avec l'inflation le prix pourra augmenter, on pourra dire mais l'autre personne, il y a quelqu'un qui était passé qui avait dit que c'était tel coût là. C'est pour ça que je suis prudent en fait sur le prix. Je prends un exemple, le prix en fait, si c'est accessible en fait quelque part sur internet, le coût qui avait été énoncé en fait pour les EPR2, les 6 EPR2 qui devaient être construits en fait côté francophone, on l'avait annoncé autour de 57 milliards sur les 6. Et après, milliards d'euros. Et aujourd'hui, quand on regarde, en fait, en réévaluant les choses, on se rend compte en fait que avec l'inflation et tout ce qu'il y a là derrière, ça dépasse ça. Après, quand on dit ce coût-là, il faut faire attention encore. Et j'insiste là-dessus parce qu'en fait, les gens vont dire « Ah, la centrale va coûter tant, donc c'est… » Non. Autant, je ne vous coupe pas, mais parce qu'on a également échangé avec d'autres experts dans le domaine qui vous disent justement, il y a ces petits réacteurs dont on parle, le nom m'échappe, mais on vous dit c'est un investissement qui peut ingurgiter le budget du Burkina sur 5 ans. Sur 5 ans. Tout comme à un moment donné, dans le contexte en fait burkinabé, certaines personnes avaient dit qu'il y a certaines armes qui coûtaient cher. À un moment donné, on a eu des autorités aussi qui se sont dit, c'est notre pays. Même si on doit saigner, on va saigner. Mais les armes, il faut qu'on les ait. Il faut qu'on les ait, pour pouvoir en fait libérer notre pays. C'est pareil, quand je parle de dignité, aussi bien en fait en termes énergétiques qu'en termes en fait de superficie en fait territoriale, c'est pareil. Ceux qui parlent du coût, autant bien en fait quand j'ai pris l'exemple fait sur la voiture, je peux aussi prendre en fait un autre exemple en disant que quand on parle coût dans le domaine de l'économie, on va parler en fait du coût moyen long terme. On ne parle pas coût d'aujourd'hui, on parle coût moyen long terme. Donc ceux qui raisonnent coût moyen long terme comprennent beaucoup plus facilement. Mais ceux qui restent en fait sur le coût d'aujourd'hui ne comprendront peut-être pas. Je fais un écart en disant aussi que peut-être il y a certaines personnes où les parents en fait, ont payé certaines scolarités. Peut-être qu'à un moment donné, les gens ont jugé. Mais aujourd'hui, le coût moyen terme en fait, a fait que ça a donné en fait, quelque chose qui n'a pas de prix. On est pris un peu par le temps et puis l'investissement, je suppose que c'est planifié, c'est sur la durée. Et on ne réunit pas tout l'ensemble du budget pour construire une centrale. C'est des choses qui prennent le temps moyen de construction d'une centrale, ça peut valoir combien de temps? Ça dépend de la centrale qu'on choisit. Et ça dépend aussi en fait, de l'étude préalable qui a été faite. Mais l'exemple le plus simple en fait, que je prends,
c'est l'Émirat arabe uni, où la centrale, en partant en fait, d'une construction sans expertise, est sortie sous terre en fait, en 78 mois. 78 mois. Exactement. Et si je reviens, mais c'est vraiment une centrale puissante, les gens pourront vérifier tout. Et un autre aspect important, c'est que quand on se lance dans le projet et qu'on n'est pas suffisamment prêt, c'est comme la construction d'une maison. Je suis prêt, je sais la maison que je veux, donc le délai peut courir. Mais je veux une maison, mais je suis en train de faire l'expectative, ainsi de suite. Si on met tout ça dans la durée, en fait, c'est vrai que les gens vont exploser les durées. Tout à fait. Donc aujourd'hui, si on prend le contexte où, à partir du moment où les centrales devaient être développées, sortir en série assez rapidement, je prends l'exemple parce que je dis, si c'est une tête de série, ça prend plus de temps, mais si c'est juste faire la production en fait, de la série, c'est assez rapide en fait. D'accord. Alors, l'AES a l'uranium, hein, mais pour l'utiliser dans le cadre de nos productions, ici, il faut l'enrichir, c'est bien ça. Exact. Et ça, c'est aussi une expertise à développer ailleurs. Certainement que l'expertise existe déjà et que, en écoutant, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont accepter sortir de l'ombre aussi pour faire, en fait, montrer ce qu'ils savent faire. Parce que ça doit être un projet holistique, c'est-à-dire que nous voulons mettre en place des centrales nucléaires, on a la matière première, il faut qu'on travaille aussi justement. Mais il y a un travail qui se fait, mais en général, quand je dis un travail qui se fait, il y a un travail en fait sous-marin. Un travail sous-marin, c'est quoi? Et quelque part, l'Afrique, moi je considère que c'est une maison. Les enfants sont sortis de la maison, ils sont allés en fait chercher, souvent on dit se chercher. Et quelque part, on sait ce que chaque enfant aussi a. Mais peut-être l'enfant ne sait pas montrer et du coup, on ne sait pas ce qu'il sait faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail sous-marin. Mais si j'insiste sur un aspect en fait, de la fabrication de combustible, même les pays occidentaux, ils s'unissent en fait souvent dans la fabrication de combustible parce que c'est vraiment une spécialité de telle ou telle entreprise qui appartient à tel pays. Donc, on mutualise des forces, on fabrique et puis on partage. Au Niger, il y a des gens qui ont travaillé aux côtés des experts expatriés. Il y a des Nigériens qui ont travaillé avec eux, qui ont quelque part aussi en fait, le savoir-faire, qui ont besoin en fait, d'être poussés pour pouvoir en fait, mettre les choses en place. Oui. Et d'où la dernière question de cette émission, justement. Le Burkina, aujourd'hui, sollicite l'expertise russe dans le cadre de ce projet. Mais là, pourrait également se poser un défi, justement, de la souveraineté. Hein. Et c'est dans ce sens, justement, vous parlez de Niger, où des gens ont travaillé sur l'uranium. Le Burkina, qui a quand même de l'expertise dans ce domaine. On a des fils du pays qui travaillent sur la question. Vous êtes là. Je sais aussi qu'il y a Giovanni Ouedraogo, certainement que vous connaissez, qui est en France là-bas également, qui travaille sur cette question. Mais il y a aussi le docteur Teg Savadogo au Canada, qui travaille aussi sur cette question. Donc, l'expertise, quoi qu'on dise, on l'a. C'est peut-être qu'à un moment donné, il faut faire appel aux enfants du pays ou que les enfants du pays s'invitent dans le débat sur le nucléaire actuellement pour aider le pays aussi à réussir ce projet tout en faisant en sorte que nous ayons une partie de l'expertise. Vous avez tout à fait résumé aussi ce que j'essaie de dire en disant qu'en sous-marin, il y a des choses qui se passent. Mais en même temps, il y a l'expertise locale aussi qu'il faut louer, qu'ils ont besoin en fait souvent d'accompagnement. Et dans le domaine du nucléaire, en fait, il y a différents postes, différents paliers, différents apports qui peuvent en fait venir aussi bien de l'extérieur en fait que de l'intérieur. Et l'accompagnement en fait dont vous parlez, en parlant en fait clairement de la Russie ou en fait de Rosatom, c'est pas le seul qui est en train d'accompagner aujourd'hui le Burkina, parce qu'en fait il y a l'AUIA. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à un moment donné, il y a eu l'annonce en fait du chef d'État. Et derrière, il y a eu en fait la visite de l'AUIA pour regarder en fait certaines choses, même en fait côté législatif, il y a eu en fait des modifications quand même, des propositions de loi qui ont permis en fait de faire certaines choses. Et l'AUIA, le Burkina Faso est pays membre de l'AUIA depuis 1998. Donc, tous les pays qui développent en tout cas la centrale nucléaire et qui sont membres en fait de l'AUIA s'appuient en fait sur l'expertise en fait de l'AUIA aussi. Il y a des Burkinabés qui sont là-bas aussi quand même qui travaillent. Et cette expertise avec l'AUIA continue. J'ai parlé en fait du Congo, qui à un moment donné, même la maintenance, c'était en fait l'AUIA. Pourquoi j'ai dit tout ça? Pour dire en fait, effectivement,
Il y a des Burkinabés en fait, de la diaspora qui peuvent aider. Il y a des Burkinabés en fait, à l'intérieur qui peuvent aider. Il y a des instances en fait, sous-régionales avec en fait, la Commission africaine de l'énergie atomique aussi qui sont là pour aider. Et il y a aussi en fait, l'Agence internationale en fait, de l'énergie atomique qui aide. Et enfin, en interne même en fait, au Burkina, il faut se dire clairement les choses. Il y aura besoin d'une autorité indépendante aussi qui peut aider. Et qui, quelque part, en fait, je pense que ça fera partie des exigences aussi de l'AUA pour voir en fait ce qui se passe. C'est comme quand on parle en fait d'audit financier, on peut rentrer dans le même cadre. Quand l'audit est interne, peut-être qu'il y a moins de pression, mais quand il y a un auditeur externe qui doit venir aussi s'ajouter, on commence à être beaucoup plus sérieux. Oui, donc je pense que c'est un moment aussi de lancer effectivement en fait, un appel. En début aussi d'émission, j'ai dit à toutes les personnes qui peuvent participer au débat pour quelque part aussi chercher à démystifier le fait que les gens ont peur du nucléaire, qui voient qu'il y a de l'expertise interne, externe et tous les accompagnements possibles en fait, qu'on peut en avoir. Je salue d'ailleurs en fait, Giovanni, puisque récemment, un contact en fait, via LinkedIn, on n'a pas pu échanger, mais j'avais vu aussi son émission. Il a participé en fait, au débat. Avant lui, il y a eu Zéphirin Diabré qui est passé aussi, ou qui a parlé quand même du nucléaire en 2015. Il y avait beaucoup de polémiques à l'époque. On le prenait en fait pour un folie. fou. Et les mêmes personnes peut-être qui ont eu à le traiter comme un fou, se sont ravisés au travers en fait, de la Sina Zerbo qui est passée aussi en fait, à l'agence. On salue au passage exactement, la Sina Zerbo, qui a quand même une personnalité importante. Exactement, qui était au niveau de l'OTIS et qui a pu parler aussi. Donc, tous les fils du pays qui sont dans le domaine et qui peuvent participer en tout cas à la discussion vont rassurer les gens. Pas que les fils du pays aussi simplement, même en fait les fils de l'AUA. Ça va permettre à certaines personnes aussi de se dire, arrêtez d'insulter les Africains, parce que quelque part, ils ont aussi l'expertise. Quand vous dites qu'ils n'ont pas l'expertise, ils en ont. Très important, justement. D'où le sens, justement, de ce type de cadre-là, pour permettre à vous, experts, de démystifier, justement, tout ce qu'il y a comme préjugés autour de cette énergie et de dissiper les peurs. Et pourquoi pas, justement, permettre à ces présidents africains qui ont décidé de se lancer dans la dynamique, de définitivement comprendre que c'est pertinent et qu'il faut y aller, justement. En tout cas, merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Pour terminer. C'est moi qui vous remercie et j'abonde en tout cas dans votre sens aussi pour lancer l'appel à toutes les personnes aussi, en tout cas qui peuvent participer et discuter. Quand on dit participer, on participe de plusieurs manières, hein. Mais il ne faut pas être passif parce que c'est notre maison commune et si, comme on le dit, pour la dignité ou la souveraineté, il ne faut pas se réserver. Tout à fait. C'est une question de dignité. Exactement. Souveraineté, l'énergie. C'est un défi important pour l'Afrique aujourd'hui, particulièrement pour le Burkina, on en a besoin, surtout que dans ce contexte-là, on parle de plus en plus d'installations, d'unités de transformation, notamment dans l'agroalimentaire, on aura besoin de beaucoup d'énergie, justement. Exactement. Merci encore, Dr Abdoulaye Taram, d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes référent technique contrôle des centrales nucléaires et que vous êtes par ailleurs justement président de la sous-commission contrôle électromagnétique de l'Organisation internationale de normalisation ISO TC 135 SC4. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Ça sera tout pour ce numéro de Surface de vérité. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.